On va réagir à la vidéo de Louis San, le meurtrier, le plus meurtrier du Japon. Parce que quitte à être le plus meurtrier, autant que ce soit bien. C'est à moi, Raiten, de te remercier. J'écoute tes vidéos sur YouTube directement du Québec. Continue ce que tu fais, j'adore. Bah, dédicace, bien évidemment, à tout le Québec. Oh Let's go. Militaire surarmé, barbare, super soldat. C'est peut-être comme ça que vous imaginez l'unité la plus meurtrière du Japon. Mais cette unité ne ressemble en rien à cela. Les soldats de cette unité étaient tous équipés de blouses blanches et ne répondaient aux ordres que d'un homme. Moi. Tristement connue sous le nom d'unité 731, c'est l'unité japonaise qui a fait vivre un véritable enfer à ses prisonniers. Des découpages vivants, des greffes de membres au mauvais endroit et des injections d'épidémies comme la peste. Tout ce qu'il y a de pire dans l'humanité a été commis entre ces murs en invoquant la sacro-sainte cause scientifique. L'unité voit le jour en 1936, mais vous allez voir que l'horreur n'a pas attendu la construction de ce bâtiment. Non, l'horreur et les expériences innommables suivent un homme. Un homme en particulier, un homme responsable et dirigeant de la Nana San Ichi Butai, Alors, je vous rassure, c'est pas moi cet homme. littéralement unité 731. Mais je dois vous admettre quelque chose, c'est que ce nom, c'est un nom purement administratif. Il a même peut-être été utilisé plus a posteriori, tout ça pour cacher le véritable nom de cette unité. L'unité Ist. Et si vous connaissez peut-être son histoire à travers votre culture ou encore d'autres vidéos YouTube, laissez-moi vous dire qu'ici, vous allez apprendre les causes réelles qui ont poussé les Japonais à financer ce laboratoire. Pourquoi plus le temps passe, plus Louis San, il devient un mafieux. Genre, il met des trucs en velours, tout ça. Il est dans des bars bizarres. C'est terrible. J'ai justement écouté ta dernière vidéo Lego. C'est trop bien, merci beaucoup. Wesh, Raiden, je suis trop fan. Salut Kenzo, on est sur le stream. Bonjour à Tsukai, posez-vous tranquillement, détendez-vous, c'est le petit moment réel. Vous allez apprendre aussi les actions réelles qui ont été menées et les secrets cachés par ce passé que le Japon souhaite enterrer. Et surtout, comprendre comment ces scientifiques tortionnaires s'en sont si bien tirés. Parce que la véritable horreur, ce n'est peut-être pas celle que l'on commet, mais celle que l'on pardonne. Mais moi, il y a un truc que je vous pardonnerai pas, c'est de pas regarder ma dernière vidéo sur YouTube. Voilà, ça, je vous pardonnerai pas. Je monterai en haut du plus grand pommier du Japon, juste pour vous lancer des pommes. C'est lui qui n'a rien compris. Je suis japonais. J'ai mal. Le Japon. Le pays des Nippons, hein. 731. Maintenant, on C'est le nombre de pellicules que j'ai sur le crâne. connaît, il vaut mieux ne pas faire de transition. J'ai pu faire une collaboration avec Displayed pour faire du stat 3D. Vous connaissez maintenant l'histoire, hein, tu mets le sticker de protection, tu appuies Adios, le lien Lopé. dans la description. Tout commence le 22 avril 1915, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale dans la ville d'Ypres en Belgique. Cela fait déjà plus de 6 mois que les soldats vivent dans des tranchées, que ce soit côté allié avec la France, le Canada, l'Angleterre et la Belgique, que le côté adverse avec l'Empire allemand. C'est une guerre de position enlisée qui siphonne le moral des troupes. On en parle, mais le Japon, en vrai de vrai, c'est un tout petit pays. Mais ils arrivent quand même à mettre une pression mondiale. Ça, c'est incroyable. Genre, le Japon, vraiment, vous ne réalisez pas, mais comparé à la plupart des pays dans le monde, c'est tout petit. C'est tout petit. Le Japon, c'est petit. Mais la situation est sur le point de changer. Le commandant Albert de Wurtemberg attend Mais la ils sont bonne malins. occasion pour utiliser sa nouvelle arme parfaite pour percer les défenses ennemies. Malheureusement pour lui, il ne peut pas tout à fait choisir le moment de l'attaque. C'est la météo qui va décider à sa place. Il est En énorme, effet, pour son utiliser stylo. son arme, il a besoin d'un vent favorable. Un vent qui souffle depuis son camp vers les lignes ennemies, et ce vent, il l'obtient à 17h. Les soldats allemands déposent alors d'étranges cylindres métalliques juste au-dessus de leurs tranchées et un épais nuage jaune verdâtre en sort. Portés par le vent, ces vapeurs dérivent vers les lignes alliées. Les soldats alliés, en voyant ce nuage de fumée, ne savent absolument pas comment réagir. C'est alors qu'au bout de quelques minutes seulement, ils sont asphyxiés, brûlés aux yeux et à la gorge. Ah bah, quel lundi matin compliqué. Enfin, c'était lundi après-midi, du coup, il est 17h, mais quel samedi compliqué. Une panique générale s'installe et ils décident de reculer. Une fois le quartier général prévenu de cette débandade, une patrouille aérienne est envoyée en reconnaissance pour comprendre la situation. Et une fois dans les airs, voici ce qu'ils ont vu. Ouah, c'est dingue, par contre, qu'il y a encore des vidéos. Ça, c'était une folie, les potes. Il y a des vidéos de l'époque. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pas calé en histoire. Je suis vraiment pas calé en histoire. C'est absolument pas mon délire. Mais c'est quand même stylé d'avoir des images d'archives. Une attaque d'un type encore jamais vu auparavant, une attaque chimique. Ce jour-là, les Allemands ont libéré 160 C'est une tonnes de chlore sur le champ de bataille, ce qui força les troupes alliées à reculer et à laisser un vide de 6,5 km.
Toutefois, ce vide ne sera pas comblé immédiatement par les soldats allemands parce que eux-mêmes craignaient les effets du chlore. Ils n'étaient juste pas bien équipés et avaient peur eux aussi de se faire intoxiquer. Donc le résultat concret de cette arme sur le champ de bataille n'a pas été particulièrement significatif pour l'armée allemande, mais elle marque un tournant en ce Mais les Américains, enfin, les Allemands, ils aiment trop gazer tout le monde. 22 avril 1915, pour la première fois de l'histoire sur le champ de bataille, une arme chimique a été utilisée. On Les regarde armées quelle dans les vidéo? deux On camps regarde l'histoire du meurtrier du Japon. improvisent d'abord des protections, puis développent rapidement des masques et des procédures anti-gaz. Mais rapidement, l'Empire allemand crée une substance Attendez, quoi? plus létale, développe rapidement Attends, vous allez me dire que LAN, les gars, ils ont... Genre, déjà, eux, leur dégaine avec le masque. Bon, on va pas se mentir, on dirait qu'ils ont mis un slip sur leur tête, mais genre, ils ont mis un masque à LAN. LAN, il a rien demandé. LAN, de base, il devait aller rejoindre le dragon, comme dans Shrek, et au final, il se retrouve dans la guerre. des masques et des procédures anti-gaz. Mais rapidement, l'Empire allemand crée une substance plus létale que le chlore et surtout invisible et inodore. En réponse à ça, les Alliés vont eux aussi créer des armes chimiques, et c'est comme ça qu'en un temps record, ce sont des dizaines de nouvelles formules qui sont utilisées et testées directement sur le champ de bataille. Et je vous présente ici la liste de toutes les armes chimiques qui ont été utilisées durant la Première Guerre mondiale. Parmi Oh, attendez, mais c'est une liste de courses, le truc. Mais comment il a toutes ces infos là? Enfin, je sais pas, c'est quand même ouf que sur toutes le les champ de infos, elles bataille. Et existent. je vous Attendez, présente 2 secondes. ici la liste de Ça, c'est la liste de ce qu'ils ont utilisé. Mais c'est énorme. Le pire, c'est que dans ces trucs-là, je suis sûr qu'il y a des trucs que nous, on mange au quotidien. Déjà, il y a du chlore, comme à la piscine municipale. J'irai plus jamais à la piscine. Salut Aïd, mais sur live, salut Juju. Ils ont quasiment juste fait ça durant toute la Seconde Guerre mondiale, les Allemands gazaient tout le monde. Oui, alors bien évidemment, ce que je vois, il y a Minsou par exemple tout à l'heure qui dit que je dis des dingueries. Il y a du second degré, hein. Vous inquiétez pas, genre je pense absolument pas à tout ce que je dis. Et vous le savez très bien quand je suis sérieux. Mais là, c'est intéressant, en vrai, franchement. toutes les armes chimiques qui ont été utilisées durant la Première Guerre mondiale. Parmi elles, on y trouve C'est des agents énorme. irritants comme le bromure de xylyle qui provoquent des larmoiements intenses avec des brûlures Attends, le nom de code de leur truc là, pour tuer tout le monde, c'est le BR. au niveau des yeux. Il y a aussi J'ai rien à l'acide dire. cyanhydrique qui agit extrêmement rapidement et qui empêche l'organisme d'utiliser correctement l'oxygène. Plus original, le diphénylcyanoarsine est un agent vomitif. Et comme son nom l'indique, une fois inhalé, eh bien, c'est le vomi. Mais le gaz le plus haï et le plus redouté par les soldats de la Première Guerre mondiale, c'est le gaz moutarde, l'hypérite. Il provoque des brûlures et des cloques avec des effets souvent retardés qui mettent 1 à 24 heures à apparaître. Je le dirai jamais assez, hein. Mais la guerre, ça a traumatisé l'humanité. Genre, je pense que les gens, avant, ils faisaient la guerre, ils étaient en mode chevalier, tout ça, ils étaient avec leurs grosses épées. Pa, pa, pa. Tu vois, c'était déjà bien relou pour eux. Mais cette guerre, quand on a commencé à combiner avec la science, et d'ailleurs, cette guerre, je parle de toutes les guerres, je pense qu'on a un peu traumatisé l'humanité. Parce que même aujourd'hui, les gens sont traumatisés par ça. Et vous avez vu les images? C'est tellement un truc de fou. Genre, en fait, dans les livres d'histoire, on dirait pas comme ça, mais là, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus réaliste. Les douleurs sont tellement intenses qu'elles empêchent les soldats de combattre pendant plusieurs jours tout en surchargeant les unités médicales au front. En revanche, le plus meurtrier des gaz de la Première Guerre mondiale, c'est un agent suffocant. Il s'agit du phosgène et il est particulièrement pervers car les effets initiaux sont retardés. Les soldats restaient dans la zone d'action de l'arme chimique en pensant être immunisés. Les poumons sont alors touchés, la respiration devient alors douloureuse, puis impossible. C'est ce gaz qui est le plus mortel lors de la Première Guerre mondiale avec plus de 85% des décès chimiques qui lui sont attribués. Dans nos cours, c'est vrai, on retient la Première Guerre mondiale comme étant une guerre de position. Mais si on doit retenir une chose qui a le plus traumatisé les soldats qui sont du coup encore en vie, eh bien Bah, la guerre, tout simplement. La guerre est un truc traumatisant. Vraiment, je prie pour que ça s'arrête, tous ces trucs-là. Le gaz, il est vicieux. Le gaz, il est malicieux. Non, mais par contre, non, sans rire. Je prie vraiment pour que ça s'arrête, la guerre. Vous savez que moi, j'ai arrêté de stream pendant presque 2 mois, ou 1 mois et demi, 2 mois, du fait qu'il y ait la guerre. Parce que là, récemment, avec tout ce qui s'est passé en Iran, Israël, tout ça, bah, ça m'a traumatisé un peu, hein. Parce qu'en fait, moi, j'ai regardé les infos tout le temps. Genre, toutes les 10 secondes, je regardais les infos. Je regardais tout le temps, tout ce qui se passait. Au point que mon cerveau, il a explosé. J'ai fait une saturation. Et j'arrivais même plus à sourire. J'arrivais plus à streamer. Genre, ça m'a pas fait plaisir de pas live pendant cette période-là, hein. C'est juste que j'arrivais pas à mentir et me dire, ouais, je vais lancer un stream en sachant qu'il y a des gens qui, à l'autre bout du monde, sont en train de crever en masse, quoi. Aujourd'hui, j'ai réussi à prendre un peu de recul. Mais ce qui se passe dans le monde est très grave. Et j'espère que tout ça, là, ça va se calmer, hein. Parce que ce qu'on voit là, ça peut très bien nous arriver dans pas longtemps, hein.
ça continue de dégénérer, tout ce que vous voyez dans cette vidéo-là, bah, ça peut être le futur. Et croyez-moi que c'est un futur que toi ou moi on n'a pas envie de voir. Bien, c'est clairement l'utilisation de ces armes chimiques. Car même si elles ne sont pas létales, elles sont très douloureuses et laissent des séquelles durablement. C'est aussi sa méthode de propagation qui est stressante. C'est invisible et inodore, on ne peut jamais savoir réellement quand l'arme est là ou pas. Et quand ils s'en apercevaient, c'était souvent avec les premiers symptômes, et ça voulait souvent dire que c'était trop tard. Donc le traumatisme psychologique et l'angoisse n'ont fait que gonfler. À tel point que dans le traité de Versailles de 1919, donc à la fin de la guerre, il est mentionné ceci. L'Allemagne a pour interdiction de fabriquer et d'importer des gaz asphyxiants, toxiques, etc. Alors désarmer l'Allemagne qui a perdu le conflit, c'est bien, mais rapidement les pays comprennent que ça ne suffit pas. Les capacités industrielles et militaires se diffusent très vite dans ce nouveau monde. D'autres États apprennent à fabriquer ces armes chimiques et commencent à les stocker. Mais ce qui va vraiment tirer la sonnette d'alarme, c'est l'utilisation de ces armes chimiques dans les guerres coloniales des années suivantes. Les différents pays comprennent alors qu'il est nécessaire de ratifier un traité interdisant l'utilisation de ces armes chimiques sur le champ de bataille. En vrai, c'est quand même ouf que dans le monde, on fait la guerre en étant en accord. C'est quand même lunaire. Genre en mode, ils sont ok de se faire la guerre, de se taper dessus, mais par contre, on n'utilise pas toutes les armes. C'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. C'est Népal qui descend dans un de ces sons, ça n'a absolument aucun sens. Mais par contre, moi, je pense que le moment où ils ont mélangé la chimie, c'est là où ça a dégénéré. Parce que, en fait, je pense que c'est un peu comme quand il y a eu les trucs nucléaires, genre Fukushima, tout ça. Pendant longtemps après, il y a encore eu des radiations. Et là, je pense que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que à l'époque, ils ont dû tellement bombarder de trucs horribles dans l'air que tout le monde, les deux camps, ont dû prendre un peu cher quand même. Tu vois, même la planète entière. Parce que ça met du temps à s'enlever de l'atmosphère, tu vois. C'est pour ça qu'en 1925, 10 ans après l'utilisation de la première arme chimique, un traité international sera conclu, le protocole de Genève. La France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Empire britannique et 34 autres pays signent le protocole de Genève qui interdit l'utilisation à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Ouais, mais attends. En vrai de vrai, tu fais un traité comme ça qui dit t'as pas le droit d'utiliser les gaz. Déjà, personne ne va m'empêcher de péter. Ce mec, il a compris. Non, qui m'empêche d'utiliser les gaz, ok? On est en guerre. Tu vas faire quoi s'il utilise le gaz? Tu vas rentrer en guerre? T'es déjà en guerre contre son pays. Et très ironiquement, c'est ce protocole, c'est cette interdiction qui va poser le premier point décisif à la création de l'unité japonaise 7-3-1. Ça se voit que ça va être un truc d'horreur. En effet, le protocole va attirer l'attention d'un certain japonais, Shiro Ishii. Autoritaire et indifférent envers ses autres camarades, c'est un chirurgien militaire de première classe qui aime travailler seul de nuit, sans personne autour de lui. C'est aussi un homme avec un passe-temps très particulier. En effet, depuis ses études, il cultive des bactéries dans des boîtes de pétri qu'il considère comme des animaux de compagnie. On est ouvert. Sur cette chaîne, on est très ouvert. Franchement, si ces animaux de compagnie, c'est des bactéries, bah... Juste, je viens pas chez toi. Je préfère largement un gros chien dangereux que des bactéries. Soyons honnêtes. Et lorsque ce médecin va voir tous ces puissants pays signer un même protocole, il lui vient la réflexion suivante. Si les armes chimiques et bactériologiques sont si menaçantes et efficaces au point qu'il est nécessaire de les interdire par traité, alors c'est certainement là qu'il faut accentuer ses recherches afin d'obtenir une victoire assurée pour l'Empire nippon. L'Empire nippon! Non, par contre, en vrai, il a raison. Sur le papier, il a raison. Je vois pas en quoi tu peux faire la guerre en étant en accord avec ce pays. Pourquoi tu as arrêté les vidéos dessins? J'ai pas arrêté, c'est juste qu'elles prennent du temps à faire, mais elles arrivent. Il y a des vidéos dessins qui arrivent. Là, de toute façon, on est en train de changer de studio à la Rayton Corp. Donc, on va avoir des nouveaux locaux qui vont être beaucoup plus grands qu'avant. Et à ce moment-là, il y aura des vidéos dessins. Il y aura toutes les vidéos. Il n'y aura plus aucune limite. C'est avec cette réflexion en tête que le japonais de 36 ans entreprend un voyage de 2 ans entre 1928 et 1930 à travers l'Europe et les États-Unis. Il découvre, observe et enquête sur ce que les puissances occidentales savent faire en bactériologie, prévention des épidémies et surtout en guerre chimique. Ah ouais, le mec il va aller piocher le meilleur du pire de partout pour le répandre dans son pays. Un génie du mal. Biologique. Il récupère également des retours d'expérience sur l'utilisation et les effets sur le corps humain de ces armes chimiques qui ont tant traumatisé les soldats de la Première Guerre mondiale. Et ce n'est... Mais ça on oublie trop, hein. On pense beaucoup aux soldats qui sont morts, et heureusement, mais on pense pas aussi à tous les gens qui ont été là pour faire des essais et des tests. Genre, il y a des gens, ils ont
pendant, ça se trouve, des mois ou des années, enfin, tant qu'ils étaient encore en vie, quoi, on testait des trucs chimiques sur eux. Est-ce que vous imaginez que même si le mec, il s'en sort, ou la meuf, et jamais tu peux retrouver une vie normale après ça. Hein. Ça détruit la vie de gens. C'est tellement triste. La guerre, ça crée rien de bien, hein, je vous le dis, hein, vraiment. Pas dit explicitement, mais c'est de l'espionnage. Les récoltes des renseignements scientifiques dans une nation étrangère avec qui le Japon va être en guerre d'ici 10 ans, voilà. j'appelle ça de l'espionnage. Quoi qu'il en soit, une fois de retour au pays, Shiro Ishii est sûr d'une chose, le Japon doit s'armer bactériologiquement et chimiquement. Mais alors comment motiver le gouvernement japonais pour lui donner les financements pour procéder à ces recherches? Eh bien en fait c'est très simple. Il suffit de faire croire que les autres pays le font déjà. Et pour le coup, Ishii, ici, il n'a pas vraiment besoin de mentir. Car si le protocole de Genève que le Japon a signé interdit l'utilisation des armes bactériologiques, il n'interdit pas la production, l'acquisition ou le stockage de ces armes. Et pour aller encore plus loin, il y a une autre clause dans le protocole de Genève que Shiro Ishii ne va pas manquer de remarquer. De nombreux États se réservent le droit de riposter au cas où un autre État utiliserait de telles armes à leur encontre. Mais ça n'a aucun sens! Ça n'a aucun sens. C'est comme actuellement, tous les pays sont en mode c'est interdit d'utiliser le nucléaire. Mais s'il y a quelqu'un qui l'utilise, l'autre l'utilise. Donc au final, il n'y a rien d'interdit, vu que dans tous les cas, ils allaient tous utiliser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu ne peux pas faire de traité qui fonctionne dans la guerre, ok? Ça ne marche pas. C'est pas ton petit papier qui va changer quelque chose. Genre, c'est réel. Là, concrètement, par exemple, à chaque fois qu'il y a des cessez-le-feu, des trucs comme ça, bah, ça se tient pas plus de 2 jours parce que personne respecte. Personne respecte. Tu vas dire quoi? Tu vas dire... Tu peux pas mettre des procès à un pays? Et là, c'est un immense problème, parce que le protocole, on peut très facilement le voir comme une supercherie pour empêcher les pays qui n'ont pas compris de produire des armes bactériologiques, pendant que les pays qui ont su lire entre les lignes du protocole continuent d'en fabriquer et se préparent à un conflit international basé sur les armes biologiques. Vous ne voulez pas que l'Empire japonais soit en retard et perde la guerre, alors laissez-moi développer des armes chimiques et bactériologiques. C'est avec ce genre d'argument choc que Shiro Ishii arrive devant le ministère de la Défense pour le convaincre de financer son programme. Mais lui, ce n'est pas son seul atout. Il a une assurance à l'oral plus qu'intimidante et il mesure 1m80. 1m80, frérot, je fais 1m95. T'es petit comparé à moi. Je te regarde de haut, avec 2 yeux carrément comme ça. Ce qui est vraiment très grand pour un japonais de l'époque. C'est vrai. Et il a aussi une démonstration fétiche qu'il aime bien faire devant son auditoire. C'est une démonstration pour illustrer son savoir-faire scientifique à travers un filtre à eau. Et donc, ce filtre à eau, il va l'utiliser en urinant à l'intérieur, puis en buvant le liquide. Oui, il boit son pipi. Il y a des versions de l'histoire qui disent qu'il va faire cette démonstration devant les yeux de l'empereur. Bon, personnellement, je n'y crois pas. Quoi qu'il en soit, le ministère de la Défense est convaincu et considère... Attends, quoi? Ça n'a aucun sens! Le mec, il vient pour montrer des trucs chimiques, tout ça, il boit son pipi. J'aurais tellement fait la même chose pour le coup. Ah, une petite gorgée là, ça rehausse. En la situation géopolitique du Japon et son retard potentiel face aux autres nations, ils mettent les bouchées doubles et financent immédiatement le projet. C'est comme ça qu'en 1932, à Tokyo, le laboratoire de recherche sur la prévention des épidémies est créé et Shiro Ishii en reçoit le commandement. Alors c'est vrai qu'avec cette appellation de laboratoire, on a l'impression que ce sont des gentils scientifiques qui travaillent pour prévenir les épidémies. De ouf, moi j'ai clairement cru ça. Sauf que, si la protection des troupes japonaises contre les maladies faisait effectivement partie du programme du laboratoire, elle n'était qu'une façade, un objectif présentable. Parce que le réel objectif de ce laboratoire, c'est de propager des épidémies dans le camp adverse. Oh non mais c'est des grands... Alors le tableau est magnifique. Je sais pas c'est quoi ce tableau là, mais il est magnifique. Mais c'est des grands malades, je suis désolé mais... À partir du moment où tu fais ça, c'est vraiment que t'es un génie du mal. Il y a une place pour toi en enfer qui est très chaude et qui va être bien. Comment tu peux vouloir autant du mal aux autres êtres humains? On est tous la même espèce, on devrait tous être potes. Je comprends pas comment tu peux autant détester les autres êtres humains. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais t'es pas obligé de les tuer, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est... Enfin, pour moi là, tu joues avec la... Enfin, jouer avec la mort, tout ça, c'est pas notre rôle, vous voyez ce que je veux dire? C'est chaud quand même, hein. Alors qu'au lieu de ça, ils auraient peut-être pu prévenir du Covid. Ils auraient pu prévenir de beaucoup de maladies, mais non, faut faire la guerre, c'est plus intéressant de tuer les gens. Et en tant que chef du laboratoire, Shiro Ishii ne travaille qu'à ça, matin, midi, soir. Mais lui, il nuit. kiffe. Sauf que si cultiver, concentrer ou produire en masse des bactéries c'est dans son champ des possibles, il ne peut pas créer une maladie de toutes pièces. Mais pour ça, le destin va exactement lui donner ce qu'il faut, le choléra.
En septembre 1931, une explosion de chemin de fer donne une excuse parfaite à l'Empire japonais pour conquérir la Mandchourie, un territoire chinois riche en fer, en soja et en pétrole. L'histoire révélera plus tard que ce sont les Japonais eux-mêmes qui ont saboté leur propre chemin de fer pour prétendre avoir un casus belli. Mais à peine 6 mois plus tard, en mars 1932, le Manchukuo est créé, un état fantoche qui doit obéir au doigt et à l'œil du gouvernement japonais. Et c'est là où ça devient intéressant. Enfin, vous dites, oui, c'est pour le pouvoir, mais concrètement, le Japon aujourd'hui n'a pas agrandi ses terres dues à cette guerre. Il a juste perdu des frères. C'est tout ce qui s'est passé. Parce que entre juin et août de cette même année, la saison des pluies en Manchukuo est extrêmement violente. Dans la ville de Harbin, on parle de 21 jours de pluie torrentielle. La ville devient un véritable lac et ce ne sont pas moins de 100 000 habitants qui sont sinistrés. Au-delà des dégâts matériels, les locaux savent très bien ce qui les attend. Une épidémie de choléra. En effet, c'est une maladie qui se transmet par l'eau ou des aliments contaminés par des sels contenant la bactérie. Une fois infectée, au bout de quelques dizaines d'heures, la bactérie va produire une toxine qui va forcer le corps du malade à éliminer énormément d'eau. En langage plus courant, vous vomissez et vous avez une diarrhée aiguë. Ça produit une déshydratation fulgurante qui entraîne une hypovolémie, un manque de volume sanguin. Votre corps n'est plus assez alimenté et vous mourrez. Ça me donne trop envie de boire de l'eau. Voilà, petit moment réhaussement, n'hésitez pas à vous rehausser avec de l'eau. Et le 29 juillet 1932, dans la ville de Harbin, un premier cas de choléra est recensé. En apprenant la bonne nouvelle, Shiro Ishii saute sur l'occasion. 10 jours plus tard, le 8 août 1932, le docteur Shiro Ishii et son équipe partent de Tokyo, destination Harbin, pour aider les malades. Pardon, pour étudier la maladie sur place. Mais en fait, c'est des gros vislards, hein. C'est-à-dire, ils sont potes avec nous, mais pour juste étudier des trucs qu'ils vont utiliser contre nous. Et sur place, le médecin ne va pas simplement étudier et prélever des échantillons de choléra. Non, il fait du repérage. Car il le sait, à Tokyo, il y a des choses où il est limité, comme... Qui est raciste dans le chat? Bah tout le monde, je sais pas, c'est normal non en 2026? Les sujets de test par exemple. Shiro Ishii a déjà fait des tests bactériologiques sur des animaux dans son laboratoire. Et les pauvres animaux, ils prennent cher à chaque fois. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Et donc naturellement, pour obtenir les résultats les plus précis et concrets possibles, il a besoin d'êtres humains. Et ça pose d'énormes problèmes éthiques, mais mettons ça de côté pour réfléchir comme Shiro Ishii, et lui, il y voit juste deux problèmes. Le premier, c'est la problématique du confinement. En plein Tokyo, le laboratoire n'est absolument pas équipé pour confiner des êtres humains. Surtout qu'une telle pratique ne peut pas rester discrète et ferait éclater un scandale tôt ou tard avec la population nippone qui serait terrifiée. Alors, moi je dis ça, je dis rien. Mais pour moi là, c'est ce que fait le Japon, c'est exactement comme tromper sa meuf. Pour moi, tu trompes ta meuf, ou ton mec, ce que tu veux. Et bah, tu le trompes à partir du moment où tu ne peux pas lui dire la vérité. Si tu es obligé de cacher des choses à quelqu'un, c'est que tu es un menteur et que tu trompes cette personne. Dans une relation, soit tu peux tout dire, soit tu peux rien dire. Si tu sais que tu dois pas le dire, c'est-à-dire que tu sais que tu fais quelque chose de mal. Le second problème pour Shiro Ishii, il est plus concret, c'est comment trouver des échantillons humains. Et je pense que vous commencez à comprendre, mais la solution aux deux problèmes de Shiro Ishii, elle s'appelle la Mandchourie. Ce territoire colonisé par l'armée nippone répond aux problèmes de place, de discrétion et de chair à canon. Et dans un jeu de mots sordide, le chirurgien déclare que dans cette région, les sujets d'expérimentation humains pouvaient être capturés dans la rue comme des rats. Voici le second point décisif à la création de l'unité 731. Shiro Ishii s'installe donc en Mandchourie. Il fait rapatrier tout son matériel, mais son premier lieu de travail dans un camp militaire au milieu de Harbin ne lui convient pas. Les environs sont trop peuplés. Merci Jimmy pour le sub. Hey Jimmy, c'est ton deuxième sub là. Calme-toi frérot, le Québec. Bah vous savez quoi? Rappelez-vous qu'ici, un sub égale un petit freestyle. Je t'en fais un rapide. Merci énormément pour le sub. On va, par contre, vu que là on est en live et qu'il y aura la rediff, je vais mettre du no copyright. J'espère que ça existe, s'il vous plaît. No copyright. Type beat no copyright. Je veux juste un type beat moi. Non. Ok. Un. Ok. Un. Ok. Un. Ok. Culbut. Ok. Ok. Un. Ok. Un. Ok. Je m'appelle Jimmy. Tu le sais. Je resserre un verre de C. Je continue à tout regarder. Les vidéos, les lives, je suis là pour tout tuer cette année. Je m'appelle Jimmy, je continue de vous mettre. Et gros, je sais que tu l'as appris. Mais je suis sub à Raten depuis que tout est permis. Merci pour le sub, gros, ça me fait plaisir. Le Raten Prime est en train d'arriver et je sais que ça fait désir. Hey, merci l'ami. Hey, hey, le salami. Hey, ma petite amie. Hey,
Hey, merci Jimmy. Hey. C'est trop n'importe quoi. Bon, dans une autre vie, j'étais un rappeur. Mais là, je suis beaucoup trop blanc. Et il veut garder le secret le plus absolu sur ses expérimentations humaines. Alors il convainc l'état-major général de l'armée du Kwantung, qui est l'armée impériale japonaise placée en Mandchourie, et fait ouvrir un laboratoire à 100 km de Harbin, dans le village de Beinhe, à l'abri des regards. Et ce passage entre 1932 où Shiro Ishii arrive en Mandchourie et 1936, l'année de la création... Attends, je suis désolé, hein. On est en guerre. C'est un moment super sérieux. C'était quoi cette photo de Golemont? Ils sont tous en train de sourire. Il y a l'autre qui est en train de le chatouiller. Non mais ça va pas. De l'unité 731, eh bien, c'est assez peu documenté. Dans les articles, c'est rapidement mentionné sans trop de détails. Et pourtant, cette période est essentielle pour comprendre comment l'unité 731 va être créée. En 1933, Shiro Ishii veut ouvrir un laboratoire. Mais ce n'est pas juste la construction d'un bâtiment. Non, il lui faut un terrain vierge. C'est comme ça qu'une fois arrivé à Beinhe, l'armée japonaise expulse les habitants et incendie le village. Et ça, ce n'est qu'un début. Les hommes qui vont construire cette unité clandestine, ce sont des locaux qui ont été chassés de chez eux. Toutefois, en raison du secret, les ouvriers sont escortés par des gardes japonais armés et forcés de porter des œillères afin qu'ils ne puissent pas comprendre ce qu'ils construisent. C'est des chevaux? Mais c'est horrible! Tu construis un truc, c'est-à-dire que tu participes à quelque chose qui peut potentiellement mettre en danger la vie de millions de personnes. On te met des œillères comme si t'étais un vieux chien. Même les chiens, on les respecte plus. Et vous allez me demander comment ils font pour les personnes qui construisent des choses visuellement trop sensibles, comme par exemple les laboratoires médicaux à côté des prisons. Salut, Eh GH. bien, ils sont tout simplement exécutés à la fin des travaux. C'est comme ça qu'en automne 1933, le chantier est terminé. Et c'est une honte de faire ça. C'est une honte d'utiliser les autres êtres humains comme de la poudre à canon, quoi. Je les utilise et ils les jettent comme un mouchoir. Ça, c'est une honte. Et le Japon, moi, je connais pas trop l'histoire de tout ce qui s'est passé au Japon, donc je vais pas faire le mec. Mais là, je trouve que le Japon vous décevait. Vous êtes meilleur pour faire des animés. Bienvenue dans l'unité Togo ou encore la forteresse de Jongba. C'est à l'aide d'un pont-levis qu'on accède au bâtiment à l'intérieur. Hardcore comme méthode pour pas payer les ouvriers. C'est très Dubai vibes dans ce qu'on est en train de regarder. C'est la même chose à Dubaï. Camp de prisonniers avec des murs de 3 mètres de haut, surmontés de barbelés non, en vrai, à électrifiés Dubaï, c'est pas et autant, il les derrière tue un pas. fossé. Des centaines de pièces, des laboratoires, des bureaux, des casernes, des salles à manger, des entrepôts, des crématoires. Shiro Ishii s'est créé un véritable village de l'horreur qui peut contenir jusqu'à 1000 prisonniers, et même le nom de l'unité est une référence à lui. Non mais vous comprenez pas que ce mec est juste dérangé? Pour moi, c'est lui le vrai problème. C'est-à-dire que lui, il aime faire ça. C'est pas qu'il aime... de base, le gars, je vous rappelle, hein, comme ça, juste... Ouais, on va se calmer. Le gars, ses animaux de compagnie, c'est des bactéries. Ces animaux de compagnie. Ça va pas là-dedans. Tu vas changer de pays un jour. Moi, alors, je sais que c'est un pays que beaucoup de gens n'aiment pas, mais moi, je suis un énorme fan depuis que je suis petit des États-Unis. Je suis allé 1000 fois là-bas, je kiffe. Donc moi, j'aimerais trop vivre vers Los Angeles. Moi, je pense que je vais vivre dans les 3-4 prochaines années. C'est sûr, je déménage. C'est sûr. Togo Hajime, c'est effectivement le faux nom qu'utilise Shiro Ishii. Mais j'adore la France. À l'intérieur, cloîtré entre les murs comme du bétail, on y retrouve des criminels, des bandits, des opposants politiques à l'Empire nippon, ou encore des habitants sans aucune histoire, mais que la Kempeitai, la police japonaise, a jugé bon d'envoyer dans la forteresse de Jongma. Mais à ma grande surprise, là-bas, les prisonniers sont relativement bien traités, et surtout très bien nourris. On parle de repas avec du riz, de la viande, du poisson, et même parfois de l'alcool. Bah, normal, t'es obligé de les mettre bien, parce qu'ils vont quand même construire des bâtiments toute la journée. Donc s'ils n'ont pas de force, ils vont rien construire du tout. Tu sais, c'est un peu l'astuce, tu vois. Faire semblant d'être humain, c'est la technique du diable. Je vous balance ça comme ça. Et en fait, scientifiquement parlant, c'est tout à fait logique. Puisque des expériences vont être menées sur ces êtres humains, il faut que leur état de santé soit optimal. Toutefois, il faut quand même noter que leur espérance de vie, une fois qu'ils rentraient dans la forteresse, n'était que d'à peine 1 mois. Parce qu'une fois qu'ils sont choisis pour des expériences, c'est là où l'enfer commence. Les prisonniers sont vidés de leur sang sur plusieurs jours, avec des enregistrements minutieux de leur état de santé. Il y a quand même quelqu'un dans le chat qui dit on peut regarder les vidéos de Shavies. Alors là, je vous mens pas. Si t'aimes les vidéos de Shavies, les trucs gentils et tout, là t'arrives, ça parle de prendre le sang des gens.
c'est vrai qu'on est une salle de ambiance. Rayton, il regarde de tout. Certainement pour reproduire l'hypovolémie, le manque de volume sanguin qui est la cause de décès via le choléra. Dans le même esprit, on prive de nourriture et d'eau d'autres sujets de test pour étudier la déshydratation. Et parfois, on injecte directement les virus dans les corps des prisonniers, que ça soit le choléra ou encore la peste. Moi, je suis sûr qu'il y avait plein d'études comme ça qu'ils n'avaient pas besoin de faire, mais ils les ont fait par pur plaisir de torture. Je pense que le mec là qui gère, je sais plus comment il s'appelle, le japonais là qui gère tout ça, je pense sincèrement que c'est lui le plus grand psychopathe de la Terre à ce moment-là de l'époque. Une fois affaibli, pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le corps des infectés, Shiro Ishii va jusqu'à ouvrir les malades alors qu'ils sont encore en vie. C'est ce qu'on appelle de la vivisection. C'est ce qu'on appelle de la folie furieuse. Et selon l'historien américain Sheldon H. Harris, lorsque Shiro Ishii demandait à examiner un cerveau humain, les gardes allaient simplement prélever un échantillon. On prenait un homme au hasard dans la foule, le garde le retenait pendant que l'autre lui fracassait le crâne à coups de hache, pour ensuite qu'on prélève minutieusement le cerveau et afin qu'il soit porté sur la table d'opération de Shiro Ishii. Bonne ambiance, voilà, bonne ambiance ce soir. Waouh. Je suis choqué, vraiment, je suis choqué par la violence. Au vu des atrocités, on peut même se demander pourquoi l'unité Tohogo n'est-elle pas plus connue. Pourquoi Shiro Ishii n'est pas resté dans ce bâtiment. Finalement, pourquoi tout déplacer et créer l'unité 731 ? Eh bien, vous allez comprendre que dans la forteresse de Jongma, Shiro Ishii a commis une grosse erreur. Août 1934. Il était pas abonné à Rayton, c'est ça sa grosse erreur. Cela fait déjà plus d'un an que l'unité Tohogo tourne à plein régime. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Les employés de l'unité Tohogo, donc les scientifiques, les soldats, les hommes de main, tous ont le droit à un repas spécial. En effet, c'est une fête locale et contre toute attente, les prisonniers aussi ont le droit à ce repas spécial. Mais durant la distribution des repas, un détenu nommé Lee neutralise un garde, récupère des clés et se libère. C'est ça, bon ça. C'est la fête traditionnelle Et lui, il est à fond, lui dans sa tête, il était dans un film. C'est bon ça, mon Lee. Qui a rappelé des souvenirs d'avant la captivité aux prisonniers, ou si c'est un concours de circonstances, mais une quarantaine d'autres prisonniers se rebellent face aux forces impériales nippones. Une seule pensée occupe tous leurs esprits, il faut s'enfuir. Et si le mur de 3 mètres peut être escaladé, les barbelés électrifiés à leur sommet sont une autre histoire. Mais dans un autre concours de circonstances, une forte averse coupe l'électricité dans le complexe et c'est comme ça que les 40 prisonniers parviennent à s'enfuir. Malheureusement pour beaucoup d'entre eux, leur joie ne sera que d'une courte durée. Ouais, c'était sûr. La vraie question c'est, est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir? Est-ce qu'il y en a au moins un qui a réussi à survivre, qui a réussi à sortir du camp pour pouvoir raconter toutes les dingueries qu'ils ont fait dans le camp? S'il y en a un seul qui y arrive, c'est le GOAT de la terre entière. Les prisonniers sont abattus dans leur course ou recapturés. À choisir entre les deux, il vaut mieux être abattu, car les traitements sadiques qui attendent ceux qui ont tenté de s'échapper seront largement pires que la mort. Mais la chasse n'est pas encore terminée. Les prisonniers courent à toute vitesse, et sans se parler, ils savent qu'il suffit d'un seul. Un seul survivant pourra dévoiler au grand jour l'existence de ce site censé rester secret. Et même si l'Empire japonais contrôle la Mandchourie, elle ne pourra pas empêcher les locaux de parler. Après des heures pour les évader à courir et à se cacher, les soldats rentrent au camp. Le verdict tombe pour Shiro Ishii, ce sont 16 détenus qui ont réussi à s'enfuir de la forteresse. C'est un choc. Les jours suivants, les populations locales ne parlent je dis pas, le mieux ça aurait été que tout le monde survive, mais là, chaud. Plus que de ça. L'unité Tohogo est compromise, Shiro Ishii tente de garder l'installation, mais coup de grâce, un dépôt de munitions explose et endommage gravement les installations de la forteresse. Let's go. C'est terminé, la décision est prise par l'armée du Kwantung de détruire l'unité Tohogo et de brûler toutes les preuves de son existence. Shiro Ishii vient de perdre son laboratoire à cause de personnes qu'il considère comme des rats. L'humiliation est douloureuse. Ouais. Bah fais-toi humilier mon pote, tu mérites pas. Plus grand, plus protégé, plus cruel. Voici les directives pour la construction du prochain camp-prison-laboratoire de Shiro Ishii. Mais même avec sa montée progressive dans la hiérarchie de l'armée nippone, Shiro Ishii ne dispose pas du pouvoir décisionnel nécessaire pour refaire bâtir à lui seul un complexe scientifique géant. C'est pour ça que tout naturellement, il va demander de l'aide à ses supérieurs. Et encore une fois, il va y parvenir, laissez-moi vous dire... Il est vraiment grand son crayon à Louis-San, il va y parvenir avec brio, parce que le docteur va obtenir le soutien de l'homme le plus puissant de l'Empire nippon. C'est toujours pas moi. L'empereur Hirohito lui-même. En effet, le 21 mai 1936, après une multitude d'étapes administratives, le plan pour la nouvelle unité de Shiro Ishii est approuvé par l'empereur. Tu sais, il y a des fromages avec marqué approuvé par la Bretagne, approuvé par les Français, etc. Lui, c'est approuvé par l'empereur. Désolé, monsieur, désolé, hein.
On pisse pas dans les mêmes toilettes. Le terrain de jeu se situe à Pingfang, dans le sud de Harbin. Et au début, pour être tout à fait sincère, je trouvais ça incohérent. Rappelez-vous, les installations de l'unité Togo étaient très loin de la ville, à plus de 100 km, pour justement rester discret et ne pas éveiller les soupçons. Et là, ils décident de construire ça à seulement 24 km du centre. Sur la carte, ça se voit, c'est quand même très proche. Mais mon erreur, en fait, elle est assez évidente, c'est de m'être fié à la carte Google Maps d'aujourd'hui. En effet, à l'époque, 24 km au sud du centre de Harbin, c'était parfait. Suffisamment proche pour la logistique d'acheminement des matériaux et des sujets de test, mais suffisamment à l'écart pour le secret. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette nouvelle unité se présente sous le nom de Département de prévision des épidémies et d'approvisionnement en eau de l'armée du Kwantung. Un nom innocent, mais une fois qu'on franchit les portes du bâtiment principal, on voit les 2 énormes prisons qui sont cachées à l'intérieur. Je me demande un truc, c'est est-ce que tous ces trucs-là, ils existent encore? Genre, est-ce que moi, je peux y aller faire un urbex là-bas? Bienvenue dans l'unité 731. Ok, donc là, on atterrit sur le moment le plus intéressant de la vidéo, du coup. Oui, il s'agit bien là des images de l'unité 731, mais en réalité, cette appellation n'est qu'administrative. Durant son activité, elle est plus connue par les militaires et les hauts gradés japonais comme étant l'unité Ishii. Et oui, l'unité Ishii. Vous compte, depuis le début, cet homme est au centre de tout. Ce n'est pas juste le scientifique fou qui dirigeait le complexe pour le compte de l'armée japonaise. Non, c'est le leader, le motivateur, le cœur du projet. Et c'est donc tout naturel que cette unité porte son nom, comme l'ancienne unité Togo portait en vérité son pseudonyme. Comprenez bien que sans Shiro Ishii, il n'y aurait jamais eu d'unité 731. Ah bah putain, et il y a des gens, mieux vaut qu'ils naissent pas, honnêtement. Il va d'ailleurs rapatrier des prodiges scientifiques japonais dans son unité pour former une équipe d'Avengers de la recherche bactériologique. Genre là, il y a pas une personne qui s'est dit quand même, il est un peu bizarre le bug. Il y a pas une seule personne qui s'est réveillée, quoi. Tout le monde a dit, non mais c'est normal, il a des petits délires comme ça. Moi, je me serais arrêté au moment où ces animaux de compagnie, c'est des larves, quoi. Ishikawa Tachiomaru en pathologie, Okamoto Kozo en anatomie, Tabei Kazu sur le typhus, Minato Masao sur le choléra, Yoshimura Hisato sur les gelures, Kasahara Shiro sur les virus. Bien sûr, c'est Shiro Ishii qui est le chef de ce groupe et sa place est tellement importante dans l'armée mais aussi dans le gouvernement qu'il fait même des démonstrations de vivisection en live devant des personnalités médicales, des militaires et même en face de membres de la famille impériale. Et si vous trouvez déjà ce spectacle scandaleux, préparez-vous à plonger dans les horreurs de l'unité Ishii. Mais là, des cris résonnent dans les couloirs du bâtiment principal. Les 3000 employés du site n'y prêtent même plus attention. C'est quotidien ici. Quand il y a des nouveaux dans l'équipe, ils s'habituent vite à ce bruit de fond. Les vivisections sont quotidiennes, on ouvre les gens, parfois même directement en deux pour observer et analyser. On leur injecte aussi des virus pour les transformer en bombes bactériologiques en prétendant leur offrir des vaccins. Mais en plus, même là, ils mentent, quoi. Même là, ils mentent. En mode, ouais, on va t'offrir des vaccins, mais en fait, pas, tu meurs. Je suis choqué que l'être humain peut être aussi mauvais. En fait, peut-être que c'est moi qui suis un gros fragile, mais je comprends pas comment l'être humain fait pour être aussi mauvais, pour être aussi méchant. Il n'y avait pas besoin de faire autant de choses terribles, tu vois. Franchement, il y a des jours où ce serait tellement plus simple si les gens, ils se calmaient 5 minutes et ils réfléchissaient. Mais non, c'est plus simple d'être des vénères et de faire la guerre tout le temps. Et attention, il ne faut surtout pas voir les atrocités de l'unité Ishii comme étant justifiables par un semblant de progrès scientifique. L'horreur humaine se manifeste ici particulièrement dans le côté ludique de ces opérations. Les chirurgiens se disent, que se passerait-il si on faisait ça? Et puis ça, la recherche médicale est secondaire, la motivation principale est le divertissement et le sadisme. J'avais raison. Je lève mon verre à moi-même. Tout n'est que sadisme dans cette vidéo. On échange des organes de place, on les échange entre les sujets de test, on ampute un bras, puis on le greffe dans l'autre sens. Parfois, il y a aussi des victimes d'explosions qui sont apportées d'urgence au bloc pour qu'on les laisse agoniser, pour observer quelles plaies s'infectent en premier, pour observer lesquelles se referment, lesquelles ne se soignent pas. Comment tu dors la nuit? Comment, après avoir fait ça à des innocents, à d'autres êtres humains, à d'autres membres de ton espèce, de ta faction, de ton pays, comment tu peux dormir la nuit? Genre, est-ce que après une journée de taf comme ça, genre le mec il se fait un petit chocolat chaud avec un marshmallow à l'intérieur, il écoute Maître Gims? Non, je crois pas, non. Il y a également la section gaz, où des hommes sont enfermés dans des chambres à gaz et observés minutieusement pour comprendre le détail du fonctionnement de l'hypérite ou du phosgène. D'autres sont juste... Non mais si t'aimes autant ça, voir des gens prendre des gaz, gaze-toi toi-même, hein.
Gazo, il l'a fait, il a fait du rap. Enfermés dans des salles avec que de l'eau pour voir combien de temps un corps humain peut tenir uniquement avec de l'eau. Certaines salles sont plus complexes, ce sont des caissons hypobares, conçus pour étudier la résistance du corps humain à des pressions hors normes. On peut y voir les victimes avec les yeux qui sortent carrément de leur orbite. Il existe encore d'autres salles différentes, comme par exemple des salles frigorifiées. On y place alors des prisonniers nus à l'intérieur pour étudier les gelures sur des hommes adultes jusqu'à leur mort. Mais quand les scientifiques veulent des informations sur des sujets de test plus jeunes, c'est là où l'horreur va monter encore d'un cran. Parce que c'était pas déjà au maximum. Certains hommes et femmes prisonniers sont enfermés dans des pièces et contraints à des rapports sexuels. Les femmes subissent alors des grossesses forcées et c'est comme ça que de nombreux bébés naissent en captivité. Ces bébés sont ensuite utilisés pour vérifier la transmission de maladies sexuellement transmissibles entre la mère et l'enfant comme la gonorrhée ou la syphilis. Ma liste d'horreurs s'arrête ici, mais sachant qu'on ne travaille que sur des témoignages et les peu de preuves restantes, on peut largement imaginer qu'il s'est déroulé largement pire au sein de ces murs. Ah ouais, parce que là, on sait, ça c'est tout ce qu'on sait au final. Mais il y a plein de trucs qu'on sait pas, qui n'ont pas été dit, parce que ce serait une honte pour le Japon, alors que là c'est déjà une très grosse honte, mais ça veut dire qu'il y a forcément des trucs qu'on sait vraiment pas, quoi. Cette vidéo me choque. Que toutes les expériences qui peuvent passer par la tête d'un scientifique pervers ont vu le jour dans l'unité Ishii. Mais alors maintenant, il faut comprendre comment autant d'atrocités ont pu être commises sans que personne ne se réveille, sans que personne ne se rebelle. Je vous rappelle qu'il y a quand même 3000 personnes qui travaillent quotidiennement dans le centre. Et en plus, ce sont des individus généralement qui ont reçu une très bonne... Pour vous donner un ordre d'idée, MrBeast, il a plus de 1000 employés. Donc c'est-à-dire que eux, on est sur un truc gouvernemental. Hein. Le mec qui gère une chaîne YouTube, il a presque autant d'employés que littéralement le camp de la mort. On va appeler ça comme ça. Bonne éducation. Et bien comme d'habitude, la réponse est un cocktail de dissolution de culpabilité, de peur des sanctions et de rationalisation scientifique. Dans un premier temps, la Kempeitai, l'équivalent de la Gestapo japonaise, apporte les prisonniers en affirmant que ce sont des criminels de guerre. Ce sont donc de mauvaises personnes, ils méritent leur sort. Puis dans un second temps, la propagande impérialiste est puissante. Le racisme faisant son œuvre, de nombreux japonais ne voient les autres habitants d'Asie que comme des rats. Des rats de laboratoire finalement. Ensuite vient la sacro-sainte cause scientifique. C'est pour le bien de la connaissance que tout ça est fait. Et enfin, le dernier élément pour soulager les consciences de l'unité 731, ce sont les appellations. Les appellations, c'est très puissant et très marquant pour le cerveau humain. Si on parle de cobayes ou qu'on appelle les prisonniers par leur nom, ça les humanise trop. C'est pour ça qu'on va les appeler d'une manière très particulière, des maruta. Littéralement, bûche de bois en japonais. Ouais, bûche de bois pour alimenter le brasier. C'est vraiment... Et même là, c'est des malades. C'est qu'ils font trop les gens en mode bûche de bois, tout ça pour le... Mais vous imaginez la dinguerie quand même de juste penser à faire ça? Penser à un nom pareil, mais lui aussi mérite la prison à vie. L'appellation trahit les pensées de l'unité 731. Parce qu'une bûche, ça n'a pas d'âme, c'est inerte, ça ne vit pas. Et son seul but, c'est d'être utilisé pour être brûlé. Et je dois vous avouer quelque chose, c'est que depuis le début, je vous parle de l'unité d'Ishii, l'unité Togo, mais une fois que l'unité Ishii, donc l'unité 731 est créée, tout ne se passe pas uniquement ici. Non, il y a tout un réseau qui se forme. Il y a l'unité 1855 à Pékin, l'unité 1644 à Nankin, l'unité 8604 à Guangzhou, l'unité 9420 à Singapour, et bien d'autres encore qui n'ont malheureusement pas pu être confirmées à 100% historiquement dû à la destruction des preuves. Tout ça, à votre avis, comment on l'appelle? Quand tu détruis les preuves, est-ce que t'as clairement un truc à te reprocher? Le réseau 731? Bien sûr que non. On l'appelle le réseau Ishii. Toutes ces unités sont là pour créer les meilleures armes bactériologiques possibles. Au total, c'est 14 000 êtres humains, hommes, femmes, enfants, qui mourront dans les enceintes du réseau Ishii. Et pourtant, ce nombre n'est qu'une goutte d'eau face au nombre de morts que l'unité 731 va faire en dehors de ces murs. Parce qu'en 1940, Shiro Ishii passe de l'expérience à la pratique. Parce que là... Nous sommes le 27 octobre 1940 dans la ville chinoise de Ningbo, et des habitants aperçoivent des avions japonais voler à très basse altitude. Ils larguent un nuage noir qui se dissipe très rapidement. Attendez, donc là vous allez me dire que les Japonais ont fait des tests sur les Chinois comme ça, en mode no pression, sans absolument aucune raison, en pleine journée, tout va bien. Salut ça, moi c'est très et toi MyTox, j'espère que vous êtes tous très bien d'ailleurs, salut Mousse, bonjour à tous qui arrivent sur le live, n'hésitez pas à vous poser tranquillement, vous détendre, et surtout vu tout ce qu'on a vu avant, buvez de l'eau, ça paraît être le plus important. On ne le voit même pas vraiment atteindre le sol, les habitants n'y feront pas plus attention, mais quelques jours plus tard, des symptômes étranges apparaissent chez certains, des fièvres intenses, des frissons, et des noircissements sur la peau. Il n'y a pas de doute, c'est la peste bubonique qui apparaît à Ningbo. Le responsable, les soldats à 6 pattes de Shiro Ishii. En effet, le nuage noir qui s'est dissipé, il s'agissait en réalité de 2 kilos de puces infectées par la peste.
Et dans la ville, c'est rapidement des dizaines de milliers de personnes qui décèdent. Ce même schéma se répétera dans la ville de Changde en 1941, mais aussi de Chuzhou et de Jinhua, pour un total de 6 villes différentes. La technique est toujours la même, un largage de puces infectées. Et personne dit rien, mais... Sauf pour la ville de Nankin. Décidément, les Japonais, ils se sont acharnés dessus. La ville de Nankin est contaminée via les puits et les marais pour introduire la fièvre paratyphoïque. Vraiment. Mais vous savez que là, en vrai, avec ce qu'ils font, imaginez, il y aurait une bactérie qui aurait été résistante. C'est-à-dire que elle aurait continué de vivre à travers la nature, par exemple. Et bah, ça se trouve, là, les Japonais, ils auraient pu détruire toute l'humanité. Si il y en avait un truc qui partait en mode... complètement en mode variant à la Plague Inc, pour ceux qui voient de quoi je parle, et qui commence à prendre le contrôle du monde, tout le monde serait mort. Faut pas jouer à des jeux comme ça. À ce moment-là, l'unité Ishii tourne à plein régime. Ils ont 4500 incubateurs actifs pour produire des puces, et chaque mois, l'unité est capable de produire 300 kg de peste, 800 kg de typhoïde et 1 tonne de choléra. C'est au total 300 000 personnes qui vont décéder en Chine des épidémies contrôlées par Shiro Ishii. Et ça, on a eu de la chance ça va attirer l'attention. Car en voyant les épidémies fleurir en Chine, les services secrets américains parviennent à rapporter l'information comme quoi le Japon développe des armes bactériologiques. Pour eux, c'est une très grosse information. Les Américains n'ayant jamais fait d'études dans ce sens-là, ils ont donc un gros train de retard. Les hauts gradés de l'armée américaine financent immédiatement leur propre centre biomédical en 1942, Fort Detrick. Je place ça ici parce que ça va être excessivement important pour la suite. Surtout qu'il faut noter qu'à partir de 1942, la situation dans le Pacifique change brutalement pour les Japonais. La guerre tourne clairement à l'avantage des Américains. Mais alors une question taraude l'esprit de Shiro Ishii. Si les largages d'épidémies en Chine sont si efficaces, pourquoi ne pas l'utiliser sur une autre population? Une population civile d'un pays contre qui l'empire japonais commence à perdre par exemple. Ouh là 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 là! Ils vont attaquer les Américains! Yozakura Sakusen, l'opération cerisier en fleurs la nuit. Elle est ils aiment trop les cerisiers, mais même dans un moment sérieux comme ça, ils balancent des cerisiers, mais calmez-vous là! Ok, pour la première fois en décembre 1944, lorsque le Japon est déjà bien sur la défensive vis-à-vis de l'offensive américaine. Le plan est très simple. Envoyer des sous-marins de la marine impériale vers la côte ouest des États-Unis, plus précisément sur San Diego, Los Angeles et San Francisco. Puis lancer des hydravions suicides équipés d'armes bactériologiques sur la côte pour infecter la population américaine de peste bubonique, de choléra, de typhus et de la dengue. Shiro Ishii est prêt. Toutes ses armes sont au point pour contaminer la population américaine et forcer le gouvernement américain à capituler. Vous imaginez, genre là ils auraient réussi, le Japon aurait les États-Unis. Genre l'Amérique ça n'existerait plus vraiment en fait, ça aurait été un truc japonais. Ça aurait été fou. C'est comme ça que le 26 mars 1945... Salut Ayton, je viens de finir ta vidéo sur les hôtels. T'as aimé Loris? Franchement j'ai kiffé l'affaire, si vous l'avez pas encore vu, allez la voir. L'opération elle est bien, elle vient terminée. de sortir. Tout est prêt. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les conséquences de cette attaque vont être terribles. Mais heureusement, un homme suffisamment gradé a pu s'opposer à l'idée folle de Shiro Ishii. Si une guerre bactériologique est menée, elle passera de la dimension d'un conflit entre le Japon et l'Amérique à une lutte sans fin de l'humanité contre les bactéries. Le Japon s'attirera le mépris du monde entier. Ce sont les paroles du chef d'état-major Yoshihiro Umezu. Je pense sincèrement que s'il ne s'était pas opposé à ce plan d'attaque, le nombre de victimes n'aurait pas été en millions, mais en dizaines de millions. Heureusement qu'il y a eu une personne au bout d'un moment qui a dit venez, on arrête de faire des dingueries. Et la face du monde tel qu'on le connaît, même encore aujourd'hui, aurait été largement modifiée. Ouais. Toutefois, Shiro Ishii n'a pas dit son dernier mot. Il veut utiliser ses agents pathogènes contre les troupes américaines, quitte même à faire des attentats suicides. Mais ce même général Yoshihiro s'y opposera fermement. Il le sait, la défaite du Japon est inévitable. Rappelez-vous, le Japon a capitulé à cause des bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, mais aussi à cause de l'attaque de l'Union soviétique. Et ça va particulièrement inquiéter les dirigeants de l'unité 731. Ils vont en seulement 3 jours tuer par injection d'acide les derniers prisonniers, incinérer les corps, faire dynamiter les bâtiments par avion et brûler les preuves. La totale. Shiro Ishii prend un des derniers trains pour Busan et rejoint difficilement le Japon. Une fois là-bas, il découvre un pays sous occupation américaine. Comprenant que les Américains ne vont clairement pas le laisser filer, il décide de se réfugier dans les montagnes dans la préfecture de Kanazawa. Et le scientifique va même aller plus loin en organisant ses propres funérailles pour faire croire à sa mort. Mais le gouvernement américain n'est pas dupe, ils ne veulent clairement pas laisser filer Shiro Ishii.
C'est comme ça qu'au début de l'année 1946, les forces d'occupation américaines arrêtent Shiro Ishii. Les interrogatoires commencent, mais déjà un élément est étrange. Shiro Ishii n'est pas emprisonné, il est assigné à résidence. Un traitement de faveur à l'apparence étrange, mais qui trahit les véritables intentions des Américains. Vous voulez pas, genre, lui faire subir tout ce qu'il a fait aux autres? C'est dans l'ordre. Et on voit jusqu'à où il crève. Parce que en vrai, là, tu lui rends littéralement, tu vois, tout ce qu'il a fait aux autres. Comment il va moins rigoler, comment il va moins trouver ça marrant les bactéries. Effectivement, les États-Unis ne courent pas après une justice envers les victimes de l'unité 731. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ils ne cherchent pas à punir Shiro Ishii, mais à l'exploiter. En fait, c'est assez logique. Est-ce que Shiro Ishii a tué des Américains? Oui, bon, quelques-uns, mais vraiment très peu. La grande majorité, c'était des Chinois, des Coréens et des Russes. Mais les Chinois et les Russes, ils sont pas vénères suite à ça, parce que j'ai l'impression qu'ils ont juste pris, mais ça, il s'est rien passé après. Ça, on leur a laissé faire. Alors, les Russes, c'est des communistes, donc c'est presque une bonne nouvelle pour les Américains de l'époque. Et les Chinois, ce sont des futurs communistes, donc pareil, bonne nouvelle pour eux. Mais alors, s'ils n'ont rien à perdre à pardonner à Ishii, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Eh bien, selon le laboratoire de recherche Fort Detrick, beaucoup de choses à gagner. Je vous rappelle que c'est littéralement les agissements de Shiro Ishii qui ont motivé la création de cette unité américaine. Et justement, cette unité américaine, elle a conscience de son retard par rapport aux expériences menées par les Japonais. Donc quand Shiro Ishii se fait arrêter, eux, ils sautent sur l'occasion. Ce qu'ils veulent, ce sont les informations, les résultats scientifiques des opérations menées par l'unité 731. Le lieutenant-colonel américain Murray Sanders, basé justement à Fort Detrick, décrit même les informations comme étant absolument inestimables. Et il dit même qu'elles n'auraient jamais pu être obtenues aux États-Unis considérant les sacrifices qui auraient été nécessaires pour les obtenir. Shiro Ishii, voyant une porte de sortie offerte par le lieutenant-colonel, ne se fera pas prier. Il négocie une immunité absolue pour lui et ses collègues au Japon en échange de toutes les informations en sa possession. Mais ça se fait pas... Ça se fait pas qu'avec lui on est fair play. Le mec il a menti à toute la population. Pourquoi lui on lui prend pas les informations et après on lui ment? Pourquoi on lui fait pas ce qu'il a fait aux autres? Par exemple, tu sais les moments où le gars il était là en mode eh tiens je vais te mettre un vaccin, mais en fait il y avait pas de vaccin, c'était un truc qui te tue. C'est un mensonge. Pourquoi lui on lui ment pas? Pourquoi lui on est gentil avec lui alors que le gars il a tué tout le monde? Pourquoi on prend pas les informations et après on lui rend la monnaie de sa pièce? Les Américains acceptent, et pour couronner le tout, ils leur donnent même des allocations à vie financées par le gouvernement américain. Mais il faut les se faire foutre. Comme quoi, si vous pensiez encore que les Américains sont les justiciers du monde, vous vous rendez compte qu'ils font absolument comme tout le monde, c'est-à-dire exploiter les autres dans leurs propres intérêts. Ouais, enfin là, s'ils avaient pas été là, ça aurait été chaud un peu les Américains s'ils n'avaient pas été là. Pour une fois, alors, je dis pas qu'ils ont des bonnes raisons de le faire, mais ils l'ont fait. Parce qu'au même moment, il y a le procès à Nuremberg pour juger justement les scientifiques nazis, et également un procès mené en 1949 par l'Union soviétique pour condamner les scientifiques qui sont restés en Mandchourie, qui venaient de l'unité 731. Quoi qu'il en soit pour Shiro Ishii, son destin est beaucoup plus paisible. Après avoir servi l'armée américaine directement en donnant des conférences à Fort Detrick ou encore en Corée pour la guerre de Corée, Shiro Ishii meurt d'un cancer de la gorge le 9 octobre 1959 sans jamais avoir payé pour le moindre de ses crimes. Il faudra attendre les années 90 pour que les langues se délient concernant l'unité 731. Le gouvernement japonais actuel, lui, ne nie pas l'existence de cette unité, mais évite des reconnaissances et des excuses officielles spécifiques à l'unité 731, ce qui est encore aujourd'hui à l'origine de tensions entre le Japon, la Chine et la Corée. Ouais, mais pas les États-Unis, quoi. Après, les États-Unis, ils sont un peu en tension globalement contre tout le monde. On va pas